Ok, chers amis, je suis ici avec Lou. Bonjour Lou. Bonjour. Alors, première question déjà, est-ce qu'on dit Lou ou Jean-Loup? On peut dire les deux. En fait, c'est Lou, mais comme en France, souvent on a plusieurs prénoms, Oui. et que dans leur grande générosité, mes parents m'en ont donné 5. Je m'appelle Lou, Nicolas, Marie-Christophe, Jean, et comme Jean, ça file à la fin. Parfois, c'est redevenu devant, donc c'est revenu devant. Et donc, non, mon vrai prénom, c'est Lou. D'accord, Ouais. officiel, Officiellement, passeport, sur etc. mes papiers, je m'appelle Lou. Ouais. D'accord. Ouais. Et la plupart des gens que tu rencontres à Hong Kong, Ouais. les Hongkongais, les expats, ils t'appellent comment? Tu leur dis Lou? Bah, les deux. Plus Il y simple, en a qui Jean-Loup. m'appellent Lou, d'autres qui m'appellent Jean-Loup. Les Ok. deux marchent. Ok. Bon, très bien. Merci de m'accueillir ici. Alors, où est-ce que nous sommes ici? Alors ici, on est dans un club qu'on a créé il y a un an, Mhm. qui est un club que nous avions créé pour les gens qui sont dans les crypto-monnaies, qui sont dans et dans les NFT. Donc bon là on en voit juste un petit bout, mais il y a un grand bar, On pourra visiter il y a après. plusieurs salles, voilà, il y a plusieurs salles. Et l'objectif c'était de permettre à tous ces gens qui sont un petit peu dans un monde qui est un monde virtuel, de se retrouver dans un lieu physique et de pouvoir échanger, de pouvoir parler de ce qu'on appelle maintenant le Web 3, c'est-à-dire tout ce nouvel univers qui est créé avec l'Internet et les NFT et les cryptos. C'est un peu un nouveau monde qui est en train d'émerger. D'accord. Donc, le nouveau monde démarre ici. Enfin, pas ici, mais c'est un des lieux, où les gens peuvent se retrouver. Une partie. Ouais, D'accord, très bien. Ok, donc c'est bien de te retrouver ici. Alors, Lou, je te connais depuis de nombreuses années. Au début, en tant que simple, on va dire, partenaire de l'UFE quand je faisais des événements. Je me rappelle, Ouais. on avait fait une soirée en particulier chez toi pour faire la soirée de départ du consul général. Ouais. C'était très Général bien. de France. C'était une maison, c'était bien sympa, Ouais. avec le magasin de vin, il y avait plusieurs étages, on pouvait mettre de la musique, c'était super comme endroit, et de bons souvenirs. Donc je sais que tu es entrepreneur dans de nombreux domaines, dans le vin, les spiritueux, donc ici tu as ce club. Donc est-ce que tu peux te présenter tout simplement, dans quel domaine es-tu impliqué? Je sais que tu es aussi dans tout ce qui est bateau, magazine, donc dis de tout. D'accord. Non, moi j'ai fait des études de droit à Toulouse, Paris, puis après j'ai fait service militaire en Afrique, et après mon service militaire, j'ai quasiment toujours été entrepreneur et très rapidement entrepreneur à l'étranger. Je suis à Hong Kong là, depuis maintenant 10 ans. J'ai démarré avec une société qui est l'objectif à l'époque, c'était de populariser les vins organiques, les vins naturels, Bio. les vins bio à Hong Kong, parce que le marché était assez développé en Europe, mais pas vraiment encore ici. Organique et bio, c'est la même chose, c'est ça? Oui, alors après, il y a beaucoup d'appellations, mais à peu près, il y a des nuances, mais c'est à peu près la même chose. Donc le terme organique qui est utilisé ici sert à couvrir toutes les différentes certifications qu'il y a en vin bio. Et puis ensuite, on a ajouté à la gamme des spiritueux, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de spiritueux très connus, mais pas de spiritueux artisanaux, et qu'il y avait un marché pour ces produits qui sont avec des volumes beaucoup moins, qui ont parfois pas du tout de marketing, mais qui sont de grande qualité, qui sont faits par des petites distilleries ou par des petits producteurs. Et c'est comme ça qu'on a développé Natural autour de ces deux axes. Des producteurs français? Majoritairement français. En vin, c'est 100% français. En spiritueux, on a bien sûr des producteurs de partout dans le monde, parce qu'il y a des produits de toute façon qui ne peuvent pas être faits en France, comme le Bourbon, comme le Mezcal, comme la Tequila, parce que c'est des appellations contrôlées. Donc, là, on va chercher dans les pays et on essaie toujours de prendre des produits avec une belle histoire, une bonne qualité. Artisanaux aussi. Voilà, artisanaux. Ouais. Production locale, mettre en avant une histoire, voilà. Une famille. C'est raconter. Moi, l'approche que j'ai de la vente des vins spiritueux, c'est plus d'apporter un art de vivre. C'est-à-dire que c'est un élément qui contribue à faire en sorte que la vie soit plus agréable, plus belle. Et en même temps, c'est faire le lien entre des gens qui sont souvent passionnés, parce que les producteurs, ils adorent ce qu'ils font, ils travaillent énormément, ils font vraiment leur mieux pour faire les produits les plus beaux qui soient. Et en même temps, ils
n'ont pas le temps, eux, souvent, de faire le travail que nous on fait, qui est un travail d'explication, de promotion. Et le vin et les spiritueux, c'est des secteurs extrêmement compétitifs. Il suffit de regarder, de rentrer chez un caviste pour se rendre compte que quand dans un supermarché on va avoir 10-15 marques de yaourt, si on rentre chez un caviste, on peut avoir des milliers d'étiquettes différentes en provenance de tous les pays du monde. Donc quand on fait du vin, quand on est un petit producteur, c'est très compliqué d'exister sur les marchés internationaux parce que pourquoi les gens achèteraient une bouteille? Donc ils ont besoin de gens comme nous qui font ce travail de sélection et qui ensuite vont essayer de former, expliquer les consommateurs, convaincre les restaurateurs, les hôtels de prendre ces produits, de les mettre au menu, de les mettre à la carte. Donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui est passionnant. Et comment on passe du droit et de l'armée au vin et pas autre chose? Ça aurait pu être du marketing, la finance. Ouais, c'est parce que pendant une période, j'ai fait de l'accompagnement à l'export, donc j'étais encore basé en France. J'ai aidé les PME qui n'avaient pas de service export, mais qui étaient en développement et qui avaient des produits intéressants. Je les aidais à trouver des marchés à l'étranger. Puis, petit à petit, j'ai eu de plus en plus de clients dans les vins et dans les spiritueux. Et j'ai décidé d'un moment de me spécialiser, parce que ça avait plus de sens de passer d'un secteur à l'autre. C'était plus cohérent de travailler avec une branche d'activité. Et c'est comme ça après que je suis devenu moi-même importateur, parce qu'à cette époque, je passais mon temps à chercher des importateurs, à les convaincre de prendre les vins dans leur portfolio. Et puis un jour, je me suis dit, autant basculer de l'autre côté et devenir importateur moi-même. Voilà. D'accord, très bien. Alors ça, c'est ton activité principale. Ouais. Et donc tu es aussi, dans quelle manière tu es impliqué dans la création de ce club de crypto? Voilà, avec des partenaires. Et je suis aussi avec mon épouse, on est propriétaire d'un magazine qui s'appelle Asia Pacific Boating. Donc là, c'est un secteur complètement différent, qui est le plus ancien magazine en Asie-Pacifique, consacré aux bateaux, aux beaux bateaux, aux yachts, aux grands voiliers, au monde de la mer. Et donc c'est une activité alors qui peut paraître très éloignée des vins et des spiritueux ou des cryptocurrencies, mais en fait non, parce que tout ça, il y a tout un tas de synergies qui se créent, il y a tout un tas de points où tout ça se retrouve, et il y a toujours moyen de faire en sorte que les activités se rendent service les unes aux autres. En fait. Puis de toute façon, les millionnaires en Bitcoin et en Ethereum, ils ont besoin de consommer du vin et de faire des soirées sur des bateaux. Donc voilà les synergies. C'est les synergies aussi. Voilà, on peut démarrer la soirée sur un bateau, la finir ici, ou la démarrer ici et finir sur un bateau. Puis de toute façon, dans la vie, quoi qu'il advienne, généralement les gens boivent. Oui. Ils boivent s'ils sont tristes, pour se consoler, ils boivent pour faire la fête, quand ils doivent célébrer quelque chose. Mais en général, je dirais que le vin, le champagne et les spiritueux, ça fait partie de la vie. Donc c'est voilà. Ok, très bien. Et donc, impliqué dans toutes ces activités. Donc pourquoi Hong Kong? Pourquoi pas à Singapour, New York, Londres? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Est-ce que ce sont des raisons personnelles au début, ou est-ce que tu as trouvé qu'il y a une opportunité économique, il y a des avantages à être ici? Et pourquoi pas la France? Ouais. Alors, pourquoi Hong Kong? Parce que à l'époque, j'ai vraiment aimé la ville, c'est-à-dire j'ai beaucoup aimé l'Asie. Quand j'ai découvert l'Asie, j'ai été très très attiré par l'Asie, j'ai beaucoup voyagé en Asie, et Hong Kong, c'est une ville qui à l'époque était extrêmement dynamique, qui avait vraiment une identité très très forte, qui était à la fois asiatique, occidentale, avec cette espèce d'histoire mixte, qui est un immense sentiment de liberté, un grand dynamisme économique, la capacité à démarrer très vite une entreprise, la possibilité d'échouer et de redémarrer sans être marqué au fer rouge, et tout un tas d'avantages. Évidemment la position géographique, parce que on est à 1 heure du Vietnam, on est pas loin de Taïwan, c'est le centre de l'Asie. Et le fait aussi dans le secteur d'activité particulier des vins, le fait qu'il n'y avait pas de taxes, puisque Hong Kong avait aboli les taxes sur le vin. Pas comme la Thaïlande. Voilà, pas comme la Thaïlande, pas comme Singapour, etc. Et donc la possibilité de immédiatement démarrer l'activité, tout
tout en ayant la possibilité de réexporter éventuellement dans les pays alentours. Et alors, c'était vraiment l'endroit idéal. Et en parallèle, alors pourquoi j'ai quitté la France? Parce que pour les raisons que j'avais opposées, c'est-à-dire les raisons qui m'ont fait venir à Hong Kong sont celles qui m'ont fait quitter la France. Je suis parti après un redressement fiscal. Moi, j'étais travailleur indépendant chez du conseil à l'export. Je suis parti après un redressement fiscal. Où un jour, quelqu'un est venu me demander une somme astronomique. Je me rappelle, une inspectrice des impôts de Toulouse. Je crois que c'était 100 ou 150 000 euros de redressement avec des histoires complètement folles, du genre vous êtes allé de Toulouse à Montpellier, mais vous ne déclarez pas de ticket d'autoroute. Vous êtes allé à. Alors je disais, mais j'ai le droit de partir. J'utilisais la nationale. Personne n'utilise la nationale. Bon, vous êtes allé à Dubaï, mais vous n'avez pas signé de contrat. Donc voilà. Ah, le bordel administratif français. Le bordel administratif français. Donc ça a duré un an. Je crois me souvenir que j'ai démarré à 150 000 euros. J'étais obligé de prendre une avocate. Et au bout d'un an, ça s'est fini à 2000. Et les 2000, elle me dit bon, on les doit pas, mais il ne faut pas que le contrôleur des impôts perde la face. Donc, qui gagne quelque chose. Elle me dit je vous recommande de les payer. Et donc effectivement, je les ai payés. C'est-à-dire je suis allé apporter le chèque au contrôleur. Et je lui dis c'est le dernier parce que je vais partir. Parce que finalement, pendant un an, vous m'avez complètement pourri la vie. Moi, j'ai pas pu. C'était quand même du stress. C'était obligation de me rendre à vos rendez-vous, obligation de fournir des éléments immobiliers tout le monde. Et à la fin, tout ça pour rien. Et j'ai pas de. Je veux dire, c'est du temps perdu, c'est du stress, mais eux, ça change rien. Mais moi, ça a beaucoup changé. J'ai trouvé qu'il y avait un déséquilibre complet entre la force de l'administration, qui finalement fait à peu près ce qu'elle veut, n'est jamais sanctionnée. C'est très compliqué d'aller contre la machine administrative, c'est très compliqué de se battre. Quand on est un petit entrepreneur, on ne peut pas lutter. Alors les gens disent oui, tu peux aller au tribunal administratif. Bien sûr, on peut aller au tribunal administratif, ça prend 10 ans, donc personne n'y va. Et donc il y a cette espèce de déséquilibre et le sentiment quand on est entrepreneur qu'il y a toujours des gens qui débarquent pour nous demander des comptes, pour nous contrôler, qui sont suspicieux et que finalement c'était compliqué d'entreprendre en France. Et quand je suis arrivé à Hong Kong, c'est vrai que j'avais le sentiment que comme le cheval qu'on sort du box et qu'on lâche dans le prix. C'est-à-dire je peux me balader, oui, tu peux te balader, je peux galoper, tu peux galoper, bien sûr, vas-y. Tu n'as pas envie de prendre ton ticket, d'enregistrer quand tu vas rentrer. Tu n'as pas besoin de demander la permission pour sauter la haie, mais non, vas-y, saute la haie. Donc ça a été ça, et ça c'était un sentiment qui était vraiment, vraiment bien, parce qu'on peut se dire, finalement, ici on peut travailler, développer une entreprise. Il y a bien sûr un peu d'administratif, finalement très peu, et ça n'empêche pas que la ville est très bien gérée, qu'elle est sûre, que le business fonctionne très bien. Donc on n'a pas ce boulet. Ouais, tout est efficace, il n'y a pas de corruption, etc. Ouais. Donc c'est vraiment. Ouais, ça marche beaucoup mieux. D'accord. Je vais juste rapprocher un petit peu le micro. Je vais mettre sur toi, comme ça, tac. Voilà. Pour être sûr que le son est bon. Et donc, suite à ce. Alors, ça, c'était quand? C'était en quelle année? Ça fait combien de temps? Ça, c'était en 2014. Donc, je suis arrivé en 2014. Et là, on est en 2024. Donc, ça va faire 10 ans. 10 ans déjà. 10 ans en avril. Alors, est-ce que ça te manque, la France? Ouais, la France. Une certaine France me manque et une certaine France me manque pas. Ce qui me manque, c'est bien sûr la famille, c'est la maison familiale, c'est toutes ces choses. Ce qui me manque, c'est l'ambiance française, la culture française. Ce qui me manque pas, c'est le bordel français, c'est les grèves, c'est les aéroports bloqués, ça me manque pas. Ce qui me manque pas, c'est l'administration, ça me manque pas du tout. Ce qui me manque, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est l'insécurité. C'est vrai qu'à Hong Kong, c'est une ville où il n'y a pas d'insécurité. Et c'est assez extraordinaire parce que quand je reviens en France, on me dit c'est normal, des grandes villes, c'est normal qu'il y ait de l'insécurité. Non, c'est pas normal qu'il y ait de l'insécurité, puisque ici, il y a 7 millions d'habitants. Avant le Covid, il y avait quasiment 70 millions de touristes, donc ça fait
Sur une année, ça fait plus de 10, 12, 15 millions de personnes qui sont là en permanence, sur un espace qui est finalement très petit, très concentré. Et une fille peut rentrer le soir à 4 h du matin en mini-jupe sans avoir le moindre souci. Et les gens, les stagiaires qui viennent de France dans l'entreprise, je reçois en permanence 2 stagiaires pour une période de 6 mois, ben, toutes et tous, ils ont la même réflexion. Ils disent c'est incroyable, en fait ici, il n'y a pas d'insécurité. Et quand on revient en France, on a le sentiment que de plus en plus, il y a une dégradation des conditions de vie, les relations entre les gens, la courtoisie, et on est de plus en plus de secteurs où on n'est pas à l'aise. Donc ça, c'est quelque chose qui ne manque pas, mais ça me fait de la peine quand même quand je le vois. Voilà. Ouais, parce que ça fait beaucoup plus d'actualité. Moi, je commente souvent dans les réseaux sociaux. Bon, là, on commence à parler un petit peu plus politique. Souvent, on me dit, on parle des raisons de l'expatriation, je parle de l'insécurité. Et beaucoup de Français de France n'y croient pas trop. Ils disent, mais non, vous êtes partis parce que vous êtes des exilés fiscaux, il n'y a que ça qui vous intéresse, vous voulez gagner du pognon, mais en fait, il n'y a pas d'insécurité en France. Est-ce que toi, tu sens, bon, nous, on est là depuis longtemps, parmi les stagiaires que tu vois venir, etc., c'est quand même un vrai sujet. Ah, bien sûr, c'est un sujet. Et je pense que c'est le drame de la France, c'est que tout est idéologisé. Donc, les gens ont des positions et ils ont des positions idéologiques. Et donc, ils sont dans le déni de réalité. Donc, il y a des sujets qu'on pourrait traiter, je pense, sur lesquels on pourrait dégager des grandes majorités, mais sur lesquels c'est très compliqué de débattre, c'est très compliqué de prendre position, parce que immédiatement on est catégorisé. Donc, si jamais on se met à parler de l'insécurité, immédiatement on va être catégorisé de droite ou d'extrême droite. C'est le même problème avec l'immigration, mais si on dit qu'on est expatrié, immédiatement les gens vont dire « Ah bah oui, mais alors t'es un exilé fiscal, t'es parti de gaver à l'étranger, etc. » Ce qui n'est pas vrai. Il y a le fait de partir à l'étranger, c'est pas nécessairement parce qu'on veut gagner plus d'argent. Et ensuite, ce rapport de l'entrepreneuriat avec l'argent, moi je l'aime pas. On n'est pas entrepreneur pour gagner de l'argent. On est entrepreneur parce qu'on a une idée et qu'on veut la réaliser. Donc c'est pas l'objectif premier, c'est pas de gagner de l'argent. L'argent, c'est le résultat de l'entrepreneuriat. Je pense pas qu'Airbus fasse des avions pour faire de l'argent. Airbus fait des avions pour faire des beaux avions, et tous les ingénieurs qui travaillent chez Airbus, ils ont envie de faire des beaux avions qui volent. Et après, Airbus a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir faire de la recherche, continuer. C'est le but de la guerre. Voilà, les gens qui cherchent à gagner de l'argent, pour l'argent, ils sont dans la finance. Parce que la finance, là, c'est, oui, mon but, c'est l'argent. Mais l'entrepreneuriat, le but, c'est pas l'argent. Et donc, on part pas pour faire de l'argent. On part parce que soit on a envie de découvrir le monde, et moi, je pense qu'il y a une mesure qu'on devrait adopter, c'est avec tout l'argent qu'on dépense en France en vin, moi, je pense que l'argent bien utilisé serait payer un tour du monde, oui, à tous les jeunes de 20 ans, donner une année sabbatique à tous les jeunes qui ont un projet, puis les aider à financer cette année sabbatique pour leur permettre d'aller voir le monde. Et ensuite de revenir en France. Ça sera un projet très positif, parce que ça leur permettrait de comprendre que la France, c'est quand même pas rien, quoi. Voilà. Mais on part soit parce qu'on a envie de découvrir le monde, mais on peut aussi partir. Moi, c'était un peu les deux. Bon, j'avais déjà commencé à découvrir le monde, mais on part aussi parfois parce que c'est difficile de travailler en France. C'est devenu très difficile. Donc on ne fuit pas, mais on s'en va parce qu'on se dit, pour la même quantité de travail, je pourrais faire mieux ailleurs que je fais ici. Voilà. Mais après, le fait d'être à l'étranger, moi par exemple, je vends des vins français, donc j'aide. C'est parce que je suis ici, je peux aider des producteurs à exporter leur vin. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte, c'est pas l'objectif, c'est effectivement pas l'argent, mais c'est du patriotisme français, parce que tu veux rendre service à des producteurs français, à les aider à faire du chiffre d'affaires international, à vendre à des Chinois, à tout le monde. Tout comme, voilà, je peux très bien je mange des huîtres françaises à Hong Kong, voilà, donc on participe au rayonnement français, il y a besoin de bien sûr. Je pense qu'en français, déjà, quand on quitte la France et qu'on va à l'étranger, on est ambassadeur de sa culture et ambassadeur de son pays, donc on est responsable de l'image qu'on donne. Et ensuite, les Français, d'une manière générale,
en tout cas ceux que je vois ici, la majorité de ceux que je vois ici, ils sont très attachés à la France. Ils vont faire la promotion des produits français, ils vont pousser la France, et les Français, on travaille pas mal entre nous. On dit que les Français, c'est le village gaulois, mais à l'étranger, c'est un peu moins vrai, parce qu'il y a quand même beaucoup de collaboration, et quand c'est quelque chose, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui vont travailler. On va plutôt travailler entre nous, si on peut le faire, et se rendre service les uns les autres. Donc, mais on reste, et ça c'est pour toujours, on est ambassadeur de son pays, et de sa culture. Alors, certains Français ne comprennent pas l'expatriation, et surtout des patriotes qui s'expatrient, ils vont nous accuser de fuir le bateau qui coule, ils se moquent en disant ouais, tu es patriote et tu habites même pas en France. Qu'est-ce que tu leur répondrais toi, personnellement? Ça, je crois que c'est une vision qui est idiote. C'est une vision qui est idiote. D'abord parce que la communauté française, c'est aussi, je crois, plus de 2 millions de Français qui vivent à l'étranger, et qui contribuent au rayonnement de la France. La France, c'est pas juste le territoire français. La France, c'est... moi, j'hésite pas à employer le mot civilisation. C'est à minima une culture, voyager, être à l'étranger, c'est aussi avoir la capacité à voir mieux la France. C'est-à-dire avoir mieux ce qui marche, avoir mieux ce qui ne marche pas. Je pense qu'on a une contribution considérable à apporter. Moi, je suis frappé par le décalage qu'il y a quand on revient en France. Il y a tout un tas de gens qui ont encore une vision de la France, qui perçoivent la France comme encore une très grande puissance, comme quelque chose qui est un peu au centre du monde, comme quelque chose qui aurait le meilleur système de santé du monde. Si on ne bouge pas, on peut croire ça, mais quand on bouge, on ne le croit plus. Moi, quand je prends les journaux ici, si on lit le journal de Hong Kong, pendant des semaines, il peut ne pas y avoir une ligne sur la France. Tous les jours, ils parleront des États-Unis, tous les jours, ils parleront de la Chine, ils vont même parler du Royaume-Uni, mais il peut y avoir des semaines entières. Si on prend le South China Morning Post, une semaine entière, il n'y a pas une ligne sur la France. La France n'existe pas. Elle n'est plus au centre du monde. Elle n'est plus. Qui tire la Voilà, c'est fini. qui fait tout ça. Ensuite, l'histoire, on est un modèle. Non, non, ça fait bien loin qu'on n'est plus un modèle. Et aujourd'hui, c'est pour tout un tas de gens, la France n'est plus un modèle. Donc, je pense que le fait d'être à l'étranger, c'est aussi ce qui nous permet de réaliser ça. Et quand on revient, d'apporter cette contribution. Parce que je suis assez frappé, par exemple, de voir que je lis régulièrement, moi tous les jours, je lis la presse française, tous les jours. Je la lis en ligne, et je suis frappé de voir que parfois, l'Asie, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'en France, on a aussi cette espèce de vision, je dirais, ethnocentrée sur notre nombril. Alors, je regarde les sujets d'actualité. Il y a quand même on est quand même dans une des zones les plus dynamiques du monde, les zones les plus peuplées du monde, une zone qui connaît un développement extraordinaire, un développement économique, mais aussi où il y a énormément de tensions géopolitiques. Tous ces sujets-là, souvent, ne sont pas abordés en France. Et quand je regarde les commentaires, là récemment j'ai beaucoup suivi l'actualité à cause des élections à Taïwan, quand je regarde les commentaires des gens, ceux qui font déjà l'effort de faire des commentaires sur la presse en ligne, sur un sujet comme Taïwan, qui pour moi est un sujet assez important, je suis atterré parfois de voir l'inculture complète. Donc je crois que pour les Français, partir et voyager, c'est important, parce que c'est quand on voyage et quand on va loin, quand on découvre d'autres pays, d'autres civilisations, qu'on est capable de mieux comprendre son propre pays et de mieux le juger. Voilà. Ah tiens, je remets parce que je sais pas pourquoi ça s'était coupé. Ouais, c'est coupé. Bon, Ouais. bon on va redémarrer sur le sujet politique, et du coup ça fait une transition. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler des dernières échéances, les présidentielles, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé? La façon dont ça s'est passé, est-ce que tu t'es impliqué, est-ce que tu es déçu? Quel est ton sentiment après ces présidentielles? Ouais, je me suis impliqué à mon petit niveau. Moi, je suis déçu par le résultat, oui, parce que je pense que le débat politique en France, il est bloqué depuis Mitterrand, finalement. C'est-à-dire que depuis que Mitterrand a instrumentalisé à l'époque la montée de Jean-Marie Le Pen, et qu'il a eu cette intelligence, lui, de créer l'Union de la gauche, puisqu'il faut se souvenir quand même qu'au moment de l'Union de la gauche, le Parti communiste
c'était encore la courroie de transmission de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'on avait, l'Union soviétique qui avait des missiles orientés vers la France, vers les pays européens. Il y avait le mur de Berlin. Et il y avait un parti communiste français qui historiquement était la voix de Moscou en France. Et Mitterrand, parti socialiste, n'a pas hésité à l'époque à faire l'union de la gauche et le programme commun. Et une fois qu'avec l'union de la gauche et le programme commun, il a gagné, il a créé à droite, de façon artificielle au début, le pendant, c'est-à-dire qu'il a aidé à la fois Jean-Marie Le Pen à monter, et en même temps ils l'ont diabolisé, ils ont créé cette espèce de mythe de l'extrême droite française, dans lequel on plongeait tout un tas de partis politiques, et on a enfermé le débat avec cette espèce d'opposition, de nécessité absolue d'éviter l'arrivée d'une pseudo-extrême droite en France. Et on est toujours sur ce tempo aujourd'hui depuis, alors je sais pas combien, 30 ans, 35 ans, que ce débat rythme la politique française et empêche finalement d'avancer. Alors les choses sont en train d'évoluer aujourd'hui, mais l'élection de Macron à la dernière présidentielle, c'est ça. C'est encore les résultats de ça. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas du tout demandé quel était le programme, on n'a pas parlé d'idées, on n'a pas parlé de fond, on n'a quasiment pas parlé de la France, on a parlé juste... Il n'y a pas eu de débat d'ailleurs. Oui, il n'y a pas eu de débat, c'était juste la montée de l'extrême droite, voilà, c'est juste le péril de l'extrême droite qui était censé arriver en France, alors que je pense que le péril auquel est confrontée la France aujourd'hui, c'est pas l'extrême droite, parce que je ne crois pas qu'il... S'il y a une extrême droite, elle est infinitésimale. Le péril auquel on est confronté, c'est plus l'islamisme, c'est plus le déclassement, c'est les conséquences d'une immigration incontrôlée, pas qu'en France, mais dans toute l'Europe, incontrôlée et pas assimilée. Donc c'est tout un tas de débats qu'on ne peut pas avoir parce que systématiquement, on est à nouveau reclassé, alors on est obligé en permanence de se positionner et de s'excuser si jamais quelqu'un vous dit « Ah ben oui, mais ça c'est une position qui est extrême, c'est une position qui est d'extrême droite », ce qui ne veut strictement rien dire aujourd'hui. Donc ce que je trouve dommage, c'est qu'on est confronté à des défis énormes et qu'on n'arrive pas à en débattre. Voilà, c'est aussi bête que ça. Il faudrait déjà qu'on puisse débattre. Et que si on arrivait à débattre, à se poser des vraies questions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce qu'on veut que la France soit demain, comment est-ce qu'on veut y vivre, comment on fait pour relever les défis auxquels on est confronté. Je suis persuadé qu'on pourra avancer. Aujourd'hui, c'est impossible d'avancer parce que le débat est complètement obnubilé par cette espèce d'artifice qui consiste à dire il faut éviter le péril fasciste. Pendant ce temps-là, moi j'ai pas vu de fascistes entre guillemets se faire exploser dans des supermarchés ou découper des professeurs à la machette, quoi. Donc je crois pas que ça soit de là que vienne le problème aujourd'hui. Et donc, en fait, tu t'intéresses à la politique. Est-ce que tu as été engagé depuis combien de temps? Est-ce que tu peux parler de ton parcours? Comment tu as commencé à t'intéresser à la politique? Si tu t'es engagé, où est-ce que tu t'es engagé? Et ensuite, où tu es aujourd'hui? Alors moi, la politique, j'ai commencé très tôt. Ça m'a toujours passionné. J'en ai fait quand j'étais en France. Bon, je commençais à l'école, j'étais délégué de classe souvent. Bon, oui, c'est bien, ça commence là. Après, j'en ai fait à l'université, j'étais à l'Uni. J'étais à l'Uni à Toulouse, puis j'étais... donc, bon, à l'époque, c'était quand même assez musclé, les associations étudiantes, parce qu'on avait en face de nous l'UNEFRE, je me souviens, dans laquelle, quand j'étais à Paris, il y avait déjà un certain nombre des antifas. Il y avait déjà qui sont aujourd'hui secrétaires d'État ou ministres, enfin pas mal qui ont fait quand même leur carrière à gauche. Et puis ensuite, j'ai eu à un moment une autre expérience, parce que j'avais à l'époque, avant que Nicolas Sarkozy soit élu, j'avais rejoint l'UMP. Donc là, j'ai monté... alors non, j'oublie, quand j'étais en fac à Paris, j'avais monté une association déjà. Tu avais monté une association qui s'appelait Objectif France. Ah oui, ouais. Alors je crois que tu m'avais parlé de quoi. C'est ce qui se fait avec Graphics Mati, c'est ça? Non, c'était Objectif France à l'époque, c'était à l'époque d'Harlem Désir et du début
de SOS Racisme. Et nous, on avait monté une association pour, déjà à l'époque, pour la réforme du Code de la nationalité. Parce que déjà, on percevait les dangers. Et je me souviens très bien en fait, le déclic que j'avais eu, c'était qu'il disait à l'époque, SOS Racisme, c'était on se bat pour une société multiculturelle et multiraciale. Et nous, on disait, ben, multiraciale, on l'est déjà, mais multiculturelle, non. Déjà se posait le problème de l'assimilation. Et à cette époque, déjà, assimilation, c'était un gros mot. Il fallait absolument respecter la culture d'origine. Je me souviens qu'il y avait... on demandait à ce qu'il y ait des cours d'arabe, par exemple, dans les écoles, pour que les enfants issus de parents eux-mêmes issus de l'immigration ne perdent pas leur culture, ne perdent pas leur origine, etc. Et en fait, c'était déjà les graines qui étaient semées par la gauche du drame qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est qu'à cette époque, que ces idées ont commencé à détruire la machine assimilatrice. Et on a commencé à créer cette espèce de culpabilité, pseudo-culpabilité française, qui voudrait qu'on soit responsable des malheurs de tous ces pays et de tous ces gens. Et donc, j'avais monté l'association Objectif France. On a été auditionné par la commission de réforme du Code de la nationalité. Le Code de la nationalité a été réformé. La réforme avait d'ailleurs repris certaines des idées qu'on avait proposées. Et jusqu'à ce que, après, la gauche arrive au pouvoir et abroge cette réforme. Donc ça, c'était Objectif France. Puis deuxième expérience politique, là, c'est plus tard. J'étais déjà entrepreneur. Mais par contre, Objectif France, c'était juste une association, c'était pas un parti juste association. politique. C'était juste une association. Ensuite, Deuxième expérience, ouais, c'est quand j'étais à Toulouse. Là, donc là, c'était avant que Nicolas Sarkozy soit président. J'avais rejoint l'UMP. Je me souviens que quand j'avais rejoint l'UMP, je ne sais même pas si ça s'appelait l'UMP à l'époque d'ailleurs, je pense que c'était encore... RPR non, entre le RPR et l'UMP, je crois qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas eu... enfin, peut-être c'était déjà l'UMP, je sais pas. Non, c'était pas le RPR. Et je me suis rendu compte que les adhérents du parti... alors déjà, idéologiquement, quand même, en étant à l'UMP, je trouvais qu'il y avait des trucs... enfin, j'étais pas d'accord... avec beaucoup de choses, et puis en regardant la sociologie du parti, je me suis rendu compte que le parti était composé majoritairement soit de retraités, soit de gens issus de la fonction publique qui n'avaient quasiment pas d'entrepreneurs, etc., etc. Et donc j'avais proposé de lancer ce que j'avais appelé à l'époque les clubs populaires, c'est-à-dire aller essayer de recruter par profession des gens, de les organiser, de leur permettre de travailler pour faire des propositions sur les sujets qui les concernent. C'est-à-dire, on va voir les avocats, on leur dit, bon, ben, travaillez, essayez de faire... alors, à l'époque, on voulait être efficace, donc on avait dit une proposition qui changerait votre vie professionnelle, qui rendrait votre vie professionnelle plus facile. Et alors, on prend comme ça les avocats, les médecins, les entrepreneurs, etc. Et j'avais réussi, à la fin, on avait fait un grand repas, où on avait invité les responsables nationaux, donc, qui étaient sans vue. À l'époque, c'était Patrick Devedjian, je pense, qui était secrétaire général. Il y avait Douste Blazier, qui était maire de Toulouse, etc. Et les responsables de club s'étaient succédés au micro pour faire part de leur travail et de la proposition qu'ils avaient faite. Ça avait très très bien marché. Et peu de temps après, il y a les élections législatives, et là, ça a été ma première expérience de la politique à la française, c'est-à-dire que certaines personnes ont eu peur que je me présente. Voilà. Et le premier qui a commencé à mettre des bâtons dans les roues, c'est marrant, c'est Douste Blazier, qui était à l'époque maire de Toulouse, qui a senti que bon, on avait quand même un peu trop, on avait pris un peu trop de poids. Et là, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec des histoires qui sont mises à courir sur mon... Ah, mais il t'est arrivé ce qui m'est arrivé aussi. Voilà, à peu près. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Et puis c'est à ce moment-là aussi, là, j'ai eu un contrôle fiscal. Ah, tout d'un coup, un contrôle fiscal. Enfin bon, tout un tas de petites choses qui arrivent. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, bon, je me suis dit... T'as compris? J'ai compris. Je me suis dit, c'est très compliqué, ça va être compliqué c'est compliqué de le faire... c'est compliqué de faire de la politique quand on aime la politique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire si on aime la politique pour les idées,
c'est compliqué d'en faire dans un système où la majorité des gens qui sont dans le système n'ont pas d'idées et n'ont que des ambitions, quoi. C'est-à-dire c'était assez compliqué. Ça m'a amené à une réflexion sur l'organisation des partis politiques et la façon dont ils fonctionnent. D'accord. Et depuis ce jour-là, tu t'engages plus en politique? Si, je me suis réengagé ici. Pour qui? Je me suis engagé pour Éric Zemmour au moment où il a lancé sa formation, au moment où il a lancé Reconquête. Parce qu'aujourd'hui encore, je veux dire, si je prends la liste des points qui sont défendus, par exemple, par Marion Maréchal Le Pen, je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'elle dit, notamment parce qu'il y a une dimension, je pense qu'il y a une dimension économique sur laquelle je pense qu'elle est plus en phase avec mes idées. C'est-à-dire, ce qu'on demande, c'est pas énorme, quoi. On demande juste, je dirais, réduire le poids de l'État, réduire le poids de l'administration dans l'économie française pour laisser beaucoup plus de liberté aux gens qui entreprennent, rétablir le sentiment rétablir la liberté. On se sent de moins en moins libre en France, de moins en moins libre de s'exprimer, de moins en moins libre d'entreprendre, le droit de propriété de moins en moins respecté, toujours pour de très bonnes raisons. C'est-à-dire que on vient toujours, alors soit ça peut être l'écologie, ça peut être l'égalité, ça peut être tout ce qu'on veut, mais le fait c'est que les libertés se réduisent. Et en parallèle, on a aussi envie de retrouver la France, c'est-à-dire ce qui fait la France, ce qui fait notre identité, ce qui fait notre spécificité. Et c'est pas une vision rétrograde. Je crois au contraire que c'est une vision d'avenir. Moi, je pense que c'est parce qu'on aime la France, et c'est parce qu'on est fier de ses valeurs et de son histoire et qu'on est fier de ses racines qu'on peut construire un avenir. Et aujourd'hui, on est soit l'ignorance de notre histoire, soit le rejet de notre histoire. Et donc, on est coupé de nos racines. Et bien sûr, on est complètement perdu parce qu'on est incapable de gérer aussi bien le présent que l'avenir, parce qu'on n'a plus de repères. Et donc, je trouve que ce que j'avais trouvé de manière globale chez Éric Zemmour, même si après le mouvement lui-même, parce que c'est toujours le risque des mouvements politiques, c'est qu'au bout d'un moment, il y a toujours des histoires d'ambition personnelle, machin, qui viennent se gréver dessus, donc c'est compliqué, mais le schéma qui consiste à dire qu'il y a une véritable nation française, qu'il faut revenir à la souveraineté du peuple, qu'il faut écouter la majorité, qu'il faut arrêter, en finir à la dictature des minorités. Et c'est quelque chose à quoi je crois. Les idées sont bonnes, l'idéologie. Les idées sont bonnes. Et je suis persuadé, le drame, moi je suis persuadé que c'est de l'union des droites que sortira la solution. Parce que les différences de programme, aujourd'hui, quand on regarde les élections européennes, je ne vois pas beaucoup de différence entre ce que dit Marion Maréchal Le Pen, ce que dit Bardella, ce que dit Dupont-Aignan, et même ce que dit Bellamy, qui est quelqu'un de très très bien. Moi, je suis ses déclarations, je suis d'accord avec lui. Donc tous ces gens sont d'accord, et donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire, nous aussi, le programme commun? Parce que on parle tout le temps des conflits, des personnalités, etc., mais ce qu'il faut faire, c'est un programme commun. Il faut faire le programme commun de la droite. Je regarde juste quelle heure elle est, je vais mettre la chandelle à 15h. Et que penses-tu du RN, du FN? Tu as été à l'UMP, donc tu es reconnu dans le programme de présentation de Zemmour. Est-ce que tu as déjà été militant? Est-ce que tu as déjà été intéressé par le RN ou pas du tout avant? Si, moi j'ai toujours suivi le RN. Le Pen, c'était quelqu'un qui avait une culture immense. Il était outrancier, il a dit d'énormes conneries.
mais globalement... Des maladresses. Des maladresses, voilà, on va dire. Mais ça n'empêche pas que c'était quand même un immense orateur, que c'est une puits de culture, que c'est quelqu'un qui a... Voilà. Ce que je reproche, moi, ce que j'aime pas dans le Front National aujourd'hui, hein, dans le Rassemblement National aujourd'hui, je pense que cette espèce de volonté de se dédiaboliser, comme ils disent, fait que parfois on a le sentiment, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, quoi. C'est-à-dire que la volonté de se normaliser fait qu'on a le sentiment qu'il se renie. Pas qu'il se renie, mais que sur certains sujets, bon, on se dit, bon, mais ça va aller jusqu'où, quoi. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, le problème, c'est pas un problème de positionnement, encore une fois, le problème, c'est un problème d'idée, de doctrine politique. Donc, c'est de dire qu'est-ce qu'on est. Parce que moi, autant je suis d'accord, moi, quand j'entends Jordan Bardella, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. C'est pareil, je ne comprends pas pourquoi il y a deux listes, une avec Maréchal Le Pen, mais je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que dit Dupont-Aignan. Je trouve que c'est un mec très très bien, qui a des prises de position auxquelles j'adhère. Donc, ces gens sont globalement d'accord. Oui, tout à fait. Donc, puisqu'ils sont globalement d'accord, il faut arriver à faire une union. Mais l'union, il ne faut pas la faire sur des noms, il faut la faire d'abord sur des idées, sur un programme. Et alors, ce que je reproche au Rassemblement National, ouais, c'est probablement des positions économiques où je pense que, bon, je ne suis pas persuadé, par exemple, que dire qu'on ne réduira pas le nombre de fonctionnaires, ça soit utile, parce qu'il faut réduire le poids de l'État, et oui, il faut réduire le nombre de fonctionnaires, ou alors il faut changer le statut de la fonction publique, mais on ne peut pas développer l'économie française avec un État qui coûte aussi cher, par exemple. Voilà, tout à fait. Alors moi j'ai une petite théorie là, sur ce sujet, parce que personnellement je connais des personnes au RN, par exemple Thierry Mariani, qui est un ancien de l'UMP, et je pense que tu connais un petit peu aussi, et je sais très bien que lui, c'est pas un gauchiste. Non, il n'y en a pas. Non, en fait, au RN, je connais beaucoup de gens. Par exemple, je connais un autre, il est président de chambre de commerce, je ne vais pas dire lequel, parce que voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'entrepreneurs, des gens qui sont très libéraux, mais qui sont RN. Et donc, moi, je pense que le RN, il a juste une stratégie pour obtenir les voix de certaines classes populaires qu'il n'arrive pas à avoir en conquête. Mais qu'en fait, en réalité, les membres, les responsables du RN sont tout à fait compétents sur le sujet économique. Ça, je commence à le penser de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Tu as l'impression de ça ou pas? Moi, je pense que le RN, c'est plusieurs familles. Oui, à l'intérieur du... Au-delà des points de vue économiques, voilà. Il y a encore d'autres familles. Il y a plusieurs familles. Je pense que... Alors l'idée, on ne dit pas toute la vérité pour être élu. Bon, ça, je pense que... C'est la politique. C'est la politique. Peut-être qu'ils le font trop. C'est la politique. En même temps, on peut aussi inverser la proposition et se dire la vérité, ça permettrait d'être élu. Parce que je pense que les gens ne sont pas idiots. C'est-à-dire, si on explique, ils comprennent. Moi, souvent, je me rends compte... je me rappelle très bien, une fois, je vais à la poste de Bayonne porter un colis que j'ai envoyé à Hong Kong. Et puis la postière se met à parler avec moi. Puis elle me dit, mais je comprends pas, là, on parle tout le temps de compétitivité à la télé, mais c'est quoi la compétitivité? Et moi, en quelques mots, je lui expliquais avec mes exemples, le vin, etc. Elle dit, ah, je comprends, parce qu'il parle tout le temps de compétitivité, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Et je me disais, mais finalement, les gens, on leur sert comme ça tout un tas de débats, mais il y a tout un tas de gens qui travaillent dans leur secteur, on peut être artisan, on peut être ci, on peut être ça. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, sur lesquelles on a du mal à se positionner. Et on a une vision de l'économie souvent qui est complètement tordue. D'abord parce qu'elle est nourrie en permanence par la gauche, l'extrême gauche, qui explique que l'argent est là, qu'il suffit d'aller le chercher, par exemple. C'est la grande doctrine de... voilà, regardez Bernard Arnault, tous ces milliards, et puis vous qui êtes là dans cette position, vous vous rendez compte créer ce sentiment de jalousie. Jalousie, puis surtout de bêtises, parce que quand on parle de la fortune de Bernard Arnault, on ne parle pas de son compte en banque, on parle de ses entreprises, donc de la valeur de ses entreprises, valeur qui varie tous les jours et dont il est actionnaire, et donc c'est quelque chose de complètement virtuel. Mais les gens, ils vont comparer les choux, les carottes, ils croient que c'est l'argent disponible de le compte bancaire. Puis ils croient que l'argent, c'est comme ça que ça se fait. Et puis voilà. Alors maintenant, le grand truc, c'est le droit à la paresse. Donc c'est extraordinaire. De Sandrine Rousseau. Voilà, Sandrine Rousseau. Et donc, je pense qu'il y a une inculture économique. Et je crois que le rôle des partis politiques, le rôle des médias, c'est d'aider à vulgariser l'économie, de faire en sorte que, parce que l'économie, c'est simple, tout le monde peut très bien comprendre l'économie.
Et les agriculteurs aujourd'hui qui sont dans la rue, ils comprennent très bien l'économie. Et ils savent très bien pourquoi ils sont en difficulté. Donc je pense que pour revenir à ce qu'on disait, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de mentir ou de prendre des positions convenues pour convaincre. Je pense qu'il faut avoir le courage de ses convictions. Il faut juste que la politique, c'est d'abord des principes, c'est-à-dire la grande division pour moi entre la gauche et la droite, ça reste quand même la liberté et l'égalité. C'est-à-dire la gauche privilégie l'égalité sur la liberté, et nous on privilégie la liberté sur l'égalité. Et après, ça a des conséquences dans tout un tas de secteurs, c'est-à-dire que la gauche va privilégier le contexte social quand nous on va privilégier la responsabilité individuelle. Parce que la gauche privilégie le contexte social et considère qu'un délinquant c'est une victime, parce qu'on privilégie la responsabilité individuelle, nous on va considérer que le délinquant il est responsable, ça, quel que soit l'environnement social dans lequel il a grandi. Et tout ça, ça a des conséquences sur tout. Et quand on part des principes et qu'ensuite on bâtit un programme politique, on est cohérent parce que ces principes, ils dégoulinent sur tous les secteurs. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est on a plein de gens qui naviguent à vue, alors en fonction des sondages, des machins, des réseaux sociaux, ils vont se positionner comme ci, ils vont se positionner comme ça, ils vont faire des girouettes. Donc surtout ça, Macron, ça tue la politique. Ils sont un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc Macron, c'est la caricature. Je pense que ça restera dans l'histoire comme la fin de la décadence. Alors, je ne sais pas s'il y avait encore mieux, mais j'espère qu'il y aura un rebond, mais je pense que ça sera un petit peu il synthétisera la fin de le summum de la technocratie au pouvoir. Quoi. Comment tu expliquerais, toi, qu'il y a autant de soutien de Macron à Hong Kong, écrasante majorité, Zemmour est arrivé deuxième au présidentiel à Hong Kong avec quand même 13%. Non, ou plus de 10%, je confonds avec les législatives, les résultats de toute la circonscription. Mais en tout cas, à Hong Kong, il est arrivé deuxième, mais très loin derrière Macron. Pourquoi? À une époque, je me rappelle, il y avait le PS et l'UMP, il y avait la gauche et la droite, et en fait, la majorité des Français de Hong Kong étaient de droite. Maintenant qu'il y a le centrisme, on a l'impression qu'ils sont tous macronistes, et les patriotes, on va dire, sont une minorité, et ils sont traités de fachos, etc. etc. Comment ça se fait? Pour moi, c'est un peu une énigme parce que moi, je connais pas mal de gens intelligents, je dirais, dont on discute avec eux, et ils peuvent être d'accord avec nous. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'ai plein de gens qui sont d'accord avec moi, mais qui à la fin me disent « Ouais, mais quand même, j'ai voté Macron parce que ça m'embête un peu les extrêmes. » Oui, ça, on l'a beaucoup dit. J'ai dit, mais quels extrêmes? Puisque on est d'accord, oui, mais quand même, c'est. Donc je pense qu'il y a un formatage, il y a eu un tel bourrage de crâne, il y a un tel matraquage permanent sur plusieurs idées. Là, il y a un matraquage permanent sur donc cette idée d'extrême droite, etc., qui est débile, parce que je veux dire, l'extrême droite, la pseudo-extrême droite française, elle est à la gauche de Biden, quoi. Donc il faut quand même remettre les choses à leur place. Il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui par le Royaume-Uni, par tout un tas de pays qui sont prises par des gouvernements de gauche, comme parfois dans le nord de l'Europe, qui sont bien au-delà de ce que le Front National proposerait. Donc, je pense qu'ils sont victimes d'un triple matraquage. Je crois qu'il y a le premier matraquage, c'est cette espèce d'idée qu'il n'y a pas d'avenir pour nous sans l'Europe. C'est faux. Mais ça, je le dis sérieusement, c'est faux parce que... Toi, tu es pour le Frexit? Je ne suis pas pour le Frexit, mais je suis pour qu'on reparte de zéro, qu'on reconstruise l'Europe. Parce que ce qu'on a fait, c'est une catastrophe pour la France. Si on prend la France au début de l'Union européenne, la France aujourd'hui, on regarde notre position économique avant et maintenant, dans tous les secteurs, on s'est affaibli. Tous les secteurs, on s'est affaibli. Et je pense que le problème, c'est qu'on a construit une Europe technocratique avec des transferts de souveraineté qui ont dépossédé les gens de leur pouvoir, de leur souveraineté, pour les confier à des gens qui ne sont pas élus. Je veux dire, Van der Leyen, elle n'a aucun mandat. Mais elle se comporte comme un chef d'État. Et cette technocratie est capable d'empêcher la France, les Français, de faire ce qu'ils veulent. Et si je prends un exemple asiatique, parce que si on compare, on nous dit la France peut rien toute seule, mais je veux dire, la Corée du Sud, c'est à peu près la même population que la France. La Corée du Sud, elle n'est pas engluée dans une espèce d'union, d'accord? Elle est souveraine et c'est, je crois, 6e ou 7e puissance mondiale, qui performe à peu près dans tous les secteurs, qui exporte ses films, sa musique, etc. Donc,
Ça, c'est l'idée numéro un. La deuxième idée, qui là me laisse encore plus pantois, c'est l'idée de la compétence économique. C'est-à-dire, on nous dit, ouais, mais Macron, quand même, en économie, il est bon. Et alors là moi, ça me laisse pantois. Parce que quand on regarde les chiffres, je veux dire, c'est une catastrophe économique. Ils sont nuls. Ils sont complètement nuls. Bon, les résultats sont nuls. Mais les résultats sont nuls. Il y en a qui disent que le programme est plutôt libéral, plutôt non, similaire. Non, mais le problème n'est pas du tout libéral. Je veux dire, les taxes ont continué d'augmenter, le déficit a augmenté, les réglementations ont augmenté, les normes ont augmenté, c'est de plus en plus compliqué. C'est un échec total. C'est un échec total. Quand je vois que on prend les ministres les uns après les autres, on prend Le Maire sur l'économie, on parle Darmanin sur l'intérieur, etc. C'est nul, le bilan est catastrophique. C'est-à-dire que si on prend les chiffres, on dit mais il faut que vous en alliez, faites autre chose. Vous êtes peut-être des gens de valeur, mais il ne faut pas faire ce que vous faites là parce que vous le faites très mal. Et Macron est nul. Je pense qu'il n'a pas de colonne vertébrale, on ne sait pas où il est, on ne sait pas quelles sont ses idées. C'est peut-être un bon petit tacticien politique, mais je trouve qu'il est mauvais. Je trouve qu'il s'entoure de gens qui sont quand même pas très brillants. Je lisais récemment un article dans Marianne qui parlait de la baisse de niveau des politiques. La baisse de niveau, c'est-à-dire la baisse du niveau au sens culture générale, compétences. Ah ouais, mais il y a un gap aujourd'hui, il y a quelque chose de grave. Et donc, je pense que le vote hongkongais, il s'explique peut-être par la distance, il s'explique peut-être par le fait que les gens... il s'explique peut-être par le fait que beaucoup de gens qui sont ici, on a quand même pas mal de gens qui bossent dans la finance, se reconnaissent peut-être un peu aussi dans ce qu'est Macron. Ouais. C'est un ancien financier lui-même à l'origine. Ancien financier, il y a peut-être beaucoup. C'est un petit monde. C'est un petit monde, il y en a beaucoup qui font le parallèle entre. Voilà. Il a certainement pris des mesures en termes fiscales, etc., qui ont quand même rendu service à certaines catégories de la population. Voilà, mais Puis ensuite, c'est vrai aussi que les Français expatriés ne sont pas confrontés aux problèmes qu'il y a en France. Ouais, c'est pas eux qui vont se faire tout de suite égorger, etc. Voilà. Ils reviennent, ils reviennent pour les vacances, souvent dans des résidences secondaires, dans des maisons qui sont à la campagne. Des endroits agréables où ils retrouvent la France qu'ils aiment. Voilà. Ils n'ont pas la même image. Ils n'ont pas du tout la même image. Ils n'ont pas les mêmes problématiques que la majorité des Français. Exactement. Et toi, donc globalement, est-ce que tu es plutôt confiant que la France va élire le prochain bon gouvernement? Est-ce que tu crois que Zemmour et Marion Maréchal, donc si j'ai bien compris, tu es plutôt pour les soutenir, pour les Européens, etc., est-ce qu'ils vont dans la bonne direction ou est-ce qu'ils ont quelque chose à changer au niveau idéologique, au niveau stratégie, etc. Est-ce que tu es confiant ou est-ce que tu te dis, bon, moi j'aime bien, c'est les bonnes idées, je vote, je fais ma part du boulot, mais non, j'y crois plus? Non, moi j'y crois. Alors j'y crois, c'est pas spécifiquement... c'est pas spécifiquement lié à Zemmour, Maréchal Le Pen, etc. Moi, je crois d'abord en la France parce que on est un vieux pays, on a traversé énormément de crises, on a traversé des crises qui étaient extrêmement difficiles. Quand on regarde l'histoire de France, elle est faite de moments dramatiques. Et quand on relit ces moments, on se dit la France est foutue. La France, elle allait disparaître. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Je pense que déjà pendant la guerre de 40, la France a... Chaque fois, elle s'est relevée. Voilà. Chaque fois, la France se relève parce que je pense qu'il y a quelque chose, il y a une âme française qui est plus forte que le contexte, que les événements. Et que je vois aussi beaucoup de gens qui partagent nos idées, qui travaillent, qui s'organisent, voilà. Donc, je pense qu'on va y arriver. Je ne sais pas dans combien de temps, mais je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'il y a une accélération en ce moment, c'est-à-dire que nos idées deviennent de plus en plus populaires. Alors, je pense qu'elles étaient populaires, mais la différence, c'est maintenant les gens osent les dire. On avait beaucoup de gens qui partageaient nos idées, mais qui n'osaient pas dire « ouais, mais bon, je ne peux pas en parler ». Ouais, c'est une bonne remarque, le fait que tu sois là, c'est la preuve. Ouais. Voilà, mais que maintenant, les gens ouvertement acceptent de dire ce qu'ils pensent, davantage, dans l'autre camp. Et enfin, je crois qu'in fine, il va falloir que la droite s'organise et que l'union se fasse.
Et je dirais, pour reprendre l'exemple de Zemmour et Marion Maréchal Le Pen, il faut aller vers l'union. Il faut que tous les gens, ce que j'appellerais les patriotes se réunissent aujourd'hui et qu'on fasse l'union des patriotes pour pouvoir gagner les élections. Si on fait l'addition, si je prends aujourd'hui les intentions de vote aux européennes, si on additionne Bardella, Marion Maréchal Le Pen, Dupont-Aignan, et qu'on ajoute la partie Bellamy des Républicains. La bonne partie. La bonne partie. Non, mais on est quasi à 50%. Ce qui veut dire qu'on on a la capacité, en réunissant ces gens qui sont d'accord, Plus des abstentionnistes. ils sont d'accord, mais ils sont d'accord à 80%, 90%. L'essentiel des divisions, c'est des divisions tacticiennes. C'est-à-dire, je prends telle position parce que lui prend telle position, donc il faut que j'en prenne une autre, parce que sinon on va dire exactement la même chose. Donc c'est complètement débile. Aujourd'hui, la situation de la France, c'est il faut s'unir, il faut que la droite s'unisse, il faut faire un programme commun de la droite, point barre, terminé, c'est tout. C'est ce que demandent les gens et c'est ce qu'il faut faire. Donc j'espère qu'on va y arriver. Ouais, parce que sinon, là c'est un petit peu comme chacun défend sa petite baraque politique, etc., son petit business, sa petite PME, et donc il faut essayer de sortir de ça. Oui, et puis c'est comme ça que les Macron sont réélus. C'est parce que on crée nous-mêmes, par notre comportement, une situation qui permet à quelqu'un qui pèse 20-25% de devenir président de la République. C'est ce qui est hallucinant, parce qu'il est... Et qui, en plus, les voix qu'il fait, c'est des voix par défaut. C'est pas des voix d'adhésion, c'est des voix par défaut. Donc, et après, on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un gouvernement sans boussole, des ministres incompétents, personne ne les connaît. Quand ils parlent, c'est 2 fois sur 3, c'est une catastrophe. Donc, je veux dire, on sait bien, nous, de l'étranger, que l'image de la France a beaucoup baissé. On le sait. On voit bien qu'il n'y a plus de lumière dans les regards des gens quand ils parlent de la France. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, même quand je suis arrivé, il y a 10 ans, c'était déjà le cas. Les gens avaient toujours la France. J'imagine c'est ce qui te pousse aussi un petit peu à t'engager un peu, à t'exprimer un petit peu en voyant ça de l'étranger. Tu faisais une remarque justement qu'aujourd'hui on ose plus en parler. Donc qu'est-ce qui fait que tu es dans cette situation? Parce que moi ça m'intéresse parce que tu es un entrepreneur, tu es français à l'étranger. Moi je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui me disent en privé: bravo Marc, j'adore ce que tu fais, continue, on a besoin de toi, tout ça. Par contre, pas de photo avec toi, je peux pas faire partie de ton club parce que j'ai eu des problèmes, j'ai des gens qui m'envoient des messages, etc. Donc en fait, ils soutiennent discrètement. Alors, toi, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent avec toi? Moi, ce qui est différent, je peux dire que là, en politique, quand on a la chance de vivre dans une démocratie, ce qui est une chance, on doit s'engager. Alors, on doit afficher ou participer au débat politique. C'est un devoir. Les entrepreneurs qui disent « moi je ne fais pas de politique », ils sont obligés d'en faire, puisque les règles qui conditionnent le fonctionnement de leur entreprise, elles sont politiques. Donc, sont décidées par le pouvoir politique. Voilà. Donc si je dis « je ne fais pas de politique », c'est-à-dire que j'accepte que n'importe quelle règle régente mon environnement professionnel. Mais c'est vrai aussi dans la vie privée, c'est vrai partout. On a la chance d'être une démocratie. Donc, une démocratie, par définition, suppose que les citoyens aient des idées, s'engagent, débattent. On ne peut pas s'engager et débattre si on veut le faire caché. Je peux comprendre que si on était en Chine, on dit bon ok, c'est difficile. Voilà, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Mais d'ailleurs nous-mêmes ici, on ne les aborde pas. Mais en France, on est censé pouvoir parler de tout. Donc il faut s'engager, et il n'y a pas de honte à avoir des idées, il faut être fier de ses idées. Moi, je suis pour une liberté totale d'expression, je suis pour qu'on revienne sur toutes ces lois qui encadrent, réglementent la parole, parce que c'est une spirale sans fin, et je suis pour qu'on permette le débat. En revanche, je suis contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. J'ai un gros problème avec les anonymes. D'ailleurs, c'est souvent des gens qui me contactent dessus, ils font des commentaires anonymes sur mes publications. Et souvent, ils envoient des messages anonymes. Là, je fais une soirée Beaujolais Nouveau chez un entrepreneur français à Hong Kong. Il a reçu des messages en disant mais pourquoi tu travailles avec Marc Guyon, ce genre de choses, etc. Ça m'est arrivé aussi. Après, il y a un autre gars, je fais un truc à la crêperie chez lui. Il m'a dit ouais, tu sais, tu n'as pas de problème de faire une soirée, mais je ne peux pas dire non parce que j'ai reçu des messages. Il y a des gens qui se plaignent que je travaille avec toi. Toi, je suppose que tu as reçu aussi. Non, mais alors ça, parce que l'expression, c'est des cons. Ouais. C'est-à-dire, c'est des gens
C'est des gens qui... Moi, j'ai aucun problème à parler, à discuter, à faire la fête avec des gens qui ont des idées radicalement opposées aux miennes. Moi non J'ai plus. tout un tas d'amis qui sont parfois, qui votent la France insoumise, etc. Mais j'ai pas de problème. Et on parle politique, et après, ça ne nous empêche pas de pouvoir sortir ensemble, parce que j'ai de la sympathie pour eux, ou qui sont de la sympathie pour moi. Le débat politique, il faut le dédramatiser. On a le droit de ne pas être d'accord, on n'est pas obligé de s'insulter, on n'est pas obligé de se traîner dans la boue, on n'est pas obligé de... Et pour revenir à l'anonymat sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est quelque chose qui est inacceptable. Si, je me rappelle autrefois, les gens ils faisaient des lettres anonymes. Alors une lettre anonyme, c'était grave. C'est envoyer une lettre, c'est le corbeau, etc. Menace, mais tu peux pas répondre à une lettre. Aujourd'hui, c'est la lettre anonyme est généralisée. C'est-à-dire les gens sont derrière des pseudos et puis ils s'amusent derrière leur ordinateur sans qu'on sache qui ils sont. Si on supprimait l'anonymat, c'est-à-dire qu'on obligeait pour l'ouverture d'un compte sur un réseau social à faire exactement ce qu'on fait quand on ouvre une banque en ligne, c'est-à-dire déclarer son identité, communiquer sous son nom, déjà je suis persuadé que les choses se calmeraient un petit peu. Bon, on fera un petit montage, des petits problèmes techniques. On fera d'autres vidéos plus tard. Donc tu disais quoi maintenant avec l'anonymat? Oui, je disais l'anonymat sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de dramatique. Et je suis étonné qu'on n'impose pas parce que, alors je vois le gouvernement, il essaie de prendre des lois, des réglementations, alors contre la haine en ligne, etc. etc. Et même l'Union européenne, oui, mais alors, Breton, tout ça. Mais pourquoi on n'inverse pas le process? C'est-à-dire qu'au lieu de restreindre une fois de plus les libertés, on laisse la liberté totale, mais la liberté, elle doit s'exprimer dans une démocratie sous son nom. Donc on exige que les gens s'enregistrent lorsqu'ils ouvrent un compte sur un réseau social, et ils doivent communiquer sous leur nom. Et si on fait ça, les choses seront beaucoup plus simples. Et parce qu'aujourd'hui, on demande aux plateformes de réglementer les propos, donc c'est un cauchemar. On est obligé de mettre en place ils sont obligés de mettre en place des équipes qui sont là en train de contrôler les messages. Il y a des messages, moi le premier, parfois il m'arrive de faire des commentaires en ligne ben là, moi je les fais sous mon nom, hein, mais qui sont éliminés parce qu'ils comprennent un mot qui peut, pour une raison ou pour une autre, être perçu. Alors, ça m'est arrivé aussi. On enlève le commentaire, et puis au bout d'un moment, le commentaire, on le remet, on dit excusez-nous après avoir relu votre... Mais tout ça, c'est complètement stupide. On devrait revenir, et là encore, ça c'est une vraie, je pense, c'est une vraie idée de droite, de dire on a le droit de penser ce qu'on veut, on a le droit de dire ce qu'on veut, mais on le dit sous son nom, et on assume ses propos. Et je crois que les réseaux sociaux, c'est la traduction de ça. Et si on mettait ça en place, ben, ça serait beaucoup plus facile et beaucoup mieux, finalement, beaucoup mieux régulé. Ok, très bien. Bon, je dirais, petite dernière question. Demain, il y a quelque chose il y a un événement, une guerre civile ou quoi que ce soit qui t'appelle à venir en France, ou tout simplement un heureux événement. Zemmour devient président, il appelle tous les patriotes français étrangers à venir en France. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as envie que ça arrive? Quel est ton point de vue? Qu'est-ce qui te ferait revenir en France? Moi, je reviendrai en France de toute façon, mais ce qui peut me faire revenir en France, oui, c'est le sentiment que je peux être utile en y revenant. Je reviens. Je reviens du jour au lendemain, j'ai pas de problème. Tu réponds à l'appel? Immédiatement. Immédiatement. J'aime mon pays, je suis français, donc si je peux le servir, je le sers, je n'ai pas d'état d'âme avec ça. Au contraire, ce sera un plaisir, ce serait un grand plaisir de pouvoir être utile à mon pays, quoi. C'est bien sûr. Encore plus utile que maintenant, parce que je l'ai déjà, mais sur le terrain, parce qu'il y a un besoin. Bien sûr, bien sûr. Tout de suite. Ok, très bien. Tout de suite. Bah, super. Est-ce que tu as un dernier commentaire, un mot de la fin? Non, moi, mon mot de la fin, c'est, ouais, sur le plan, si on revient à la partie économie expatriation, ça serait de dire aux jeunes qui démarrent qu'il faut surtout pas qu'ils hésitent à partir faire une expérience à l'étranger. Tu en recrutes d'ailleurs. Oui, moi j'en recrute. Mais il ne faut pas hésiter parce que je pense que c'est un moment de la vie où c'est une immense chance d'aller découvrir d'autres horizons, d'autres cultures. Et il faut saisir cette opportunité. Sur un plan politique, la conclusion, c'est qu'il faut aimer la France, croire en elle, se battre pour elle, et puis il faut du courage, de l'espoir. Il faut du courage, s'exprimer pour ses idées. Voilà, et s'exprimer, avoir le courage de ses opinions, pas hésiter à les exprimer, et puis aimer le débat,
faut accepter de débattre. Et donc, débattons, et puis faisons en sorte qu'on puisse à nouveau être fier de notre pays, et puis être fier d'être français quand on est loin de la France. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, merci de cet échange. Merci à toi. On a eu quelques petits problèmes techniques, on va rassembler les vidéos. En tout cas, on aura d'autres occasions de faire un petit débrief régulièrement, une fois tous les, je ne sais pas combien de mois, et on va essayer de commenter l'actualité, débattre ensemble et voir où va la France. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Lou. Merci. Marc, à bientôt.